nous entendrons aujourd'hui la communication de Doris Janotte, Stéphanie Sampson et Sarah Dufour, qui se nomme le raisonnement mathématique. Comment les personnes enseignantes secondaires le définissent-ils? À vous. Donc, c'est moi qui parle le bal. Donc, je me présente, Stéphanie Sampson. Vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, je suis étudiante au doctorat en éducation à l'UQAM. Je suis ici donc avec mes collègues Doris Janotte, professeure à l'UQAM, Sarah Dufour, professeure à l'Université de Montréal. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça fait partie d'un projet plus large qui vise à enrichir un modèle de raisonnement mathématique par la discussion entre enseignants et chercheurs. Donc, il y a 3 petits groupes d'enseignants, du primaire, du secondaire et en formation continue qui ont participé au projet, dans lequel on leur demandait, en fait, de réfléchir à ce qu'est le raisonnement mathématique pour eux dans leur pratique quotidienne. Donc, aujourd'hui, on vous présente des données ou des résultats, préliminaires, des éléments de réflexion qui proviennent de nos analyses préliminaires, des entretiens individuels menés auprès des 6 enseignants du secondaire. Donc, le raisonnement mathématique, on le sait, est au cœur de différents programmes ici comme ailleurs. Au Québec, il constitue une des 3 compétences du PFEQ, déployer un raisonnement mathématique. À notre connaissance, il y a peu d'études qui portent sur ce qu'est le raisonnement mathématique pour des enseignants, en particulier au secondaire. Or, la façon dont les enseignants conçoivent le raisonnement mathématique jouerait donc un rôle important dans leur pratique enseignante. Donc, le projet vise à contribuer à la compréhension des sens que les enseignants du secondaire donnent au raisonnement mathématique. Donc, s'il y a quelques éléments, en fait, qu'on retrouve dans la littérature à propos des sens que les enseignants donnent au raisonnement mathématique, à la fois au primaire et puis au secondaire. Donc, au primaire, donc selon une étude de Clark et ses collègues, les enseignants du primaire mettent en relation le raisonnement mathématique en majorité aux termes expliquer, justifier et prouver. Pour leur part, Herbert et ses collègues ont élaboré un modèle de raisonnement mathématique où celui-ci se décline en 7 catégories, à savoir penser, communiquer, résoudre des problèmes, valider, conjecturer, utiliser la logique et faire des liens. Dans une première phase du projet dont on parle aujourd'hui, on a dégagé que les enseignants du primaire du Québec font référence à des éléments similaires à ces 7 catégories-là. Puis, on a pu aussi classifier les différents sens qu'elles accordent au raisonnement mathématique selon 2 dimensions. Donc, d'une part, le raisonnement mathématique est vu chez elles comme une compétence du PFEQ et d'autre part, il est vu comme un acte de compréhension. Mais du côté des enseignants du secondaire, la recherche tend plutôt à porter l'attention sur la démonstration, la preuve et l'argumentation. Puis les enseignants du secondaire définissent plutôt la preuve comme une argumentation logique et déductive qui démontre la véracité d'un énoncé mathématique. Selon une étude de Knut, les descriptions des enseignants liées à la preuve sont catégorisées, se catégoriseraient selon le niveau de formalisme. La démonstration ou la preuve formelle, formal proof, est vue comme difficile chez les enseignants ou dans les classes et les enseignants considèrent qu'elle n'est pas forcément appropriée ou encore accessible à tous les élèves. Selon Meyer et Schnell, pour évaluer l'argumentation chez les élèves, les enseignants du secondaire considèrent que des critères basés sur la rationalité puis la logique, ils sont plutôt de second ordre, ou du moins surpassés par des critères d'ordre plus pédagogique, donc liés à la présentation de l'argumentation, la clarté ou encore le langage qui est utilisé dans l'argumentation de l'élève. Donc, dans ma thèse, j'ai développé un modèle conceptuel de raisonnement mathématique qui était basé sur un corpus d'écrits scientifiques en didactique des mathématiques autour du raisonnement. Donc, dans ce modèle, le raisonnement mathématique il est défini comme une activité de communication avec soi ou avec d'autres qui va permettre d'inférer des énoncés à partir d'autres énoncés. En particulier, on a caractérisé le raisonnement selon 2 aspects. En fait, on peut le décrire de 2 façons différentes, soit l'aspect structurel ou l'aspect processuel. Donc, le premier aspect englobe les éléments qui structurent le raisonnement à travers l'organisation des pas de raisonnement et leur enchaînement
On va être davantage dans la nature statique du raisonnement. Et l'aspect processuel, quant à lui, fait plus référence au déroulement dans le temps et aux fonctions du raisonnement. Et en fait, on va le distinguer deux types de processus, les processus de recherche de similitude et de différence et les processus de recherche de validation. Et chacun de ces deux types peut être supporté par ce qu'on appelle le processus exemplifié. Oui, donc ce modèle a été enrichi après une première phase du projet à partir d'entretiens avec des enseignantes du primaire. L'enrichissement touche principalement 4 groupes de termes. Le premier groupe de termes, en gris, est considéré comme périphérique au raisonnement mathématique. On parle de se questionner, faire des choix et analyser. Ces termes sont en périphérie parce qu'ils sont plus liés à la résolution de problèmes. Le second groupe, en bleu, définit explicitement le raisonnement mathématique en tant qu'activité de communication et inclut les troisième et quatrième groupes, soit les aspects processuels et structurels du raisonnement, en vert et en violet respectivement. Le modèle de départ définit le raisonnement mathématique déjà comme une activité de communication. L'ajout ici réside dans l'explicitation de cet aspect. Du point de vue des enseignantes, c'est la pratique enseignante qui les mène à parler du raisonnement mathématique en tant qu'activité de communication. Ainsi, on caractérise cette activité comme avec soi-même ou avec les autres par les différentes traces laissées par les élèves et par les différentes représentations mobilisées par ces derniers. Un autre ajout est le terme « expliquer » comme processus de support. Ce terme qui, dans la littérature, était associé à une simple description différente du raisonnement est apparu central au raisonnement mathématique et va au-delà de cette simple description. À la lumière de l'analyse du discours des enseignantes, expliquer est défini comme un processus de raisonnement qui supporte la mise en œuvre d'autres processus de raisonnement mathématique par la description d'actions posées menant à des inférences qui favorisent les différents processus de raisonnement, soit la recherche de similitudes et de différences et la recherche de validation. Concernant la structure du raisonnement, le modèle enrichi met davantage de l'avant l'organisation du raisonnement et le rôle des concepts et des connaissances antérieures dans cette organisation. Désolée, classique. L'ensemble du projet, en fait, en particulier le cadre d'analyse des données et l'élaboration des modèles, se fonde sur des principes cognitifs. Donc, pour la chercheure cognitive, les mathématiques sont vues comme un discours. Et pour une communauté donnée, les mathématiques seraient alors reconnaissables par le vocabulaire, les médiateurs visuels, les règles métadiscursives utilisées, les routines mises en place puis les énoncés acceptés par la dite communauté. Le vocabulaire qui serait lié aux routines d'utilisation aura souvent un ou des sens différents selon la communauté donnée. Donc, par exemple, le mot « généralisé » en didactique des mathématiques puis en psychologie cognitive peut prendre des sens différents. Donc, dans le premier, ce serait plutôt lié à étendre le domaine de validité d'un énoncé. Et dans le second, en psychologie cognitive, on parlerait plutôt de transfert de connaissances d'une situation à une autre situation similaire. Les énoncés ou récits généralement acceptés réfèrent à des énoncés ou récits qui sont partagés par une certaine communauté. Ça veut dire que les membres de cette communauté-là vont les reconnaître comme étant vrais, ou encore ces énoncés ou récits-là vont être de l'ordre plutôt implicite puisqu'ils sont partagés. Donc, les enseignants et enseignantes, en tant que membres d'une communauté professionnelle, partagent un certain discours, donc partageraient un vocabulaire, des médiateurs visuels, des règles, routines, récits généralement acceptés. Donc, dans l'analyse préliminaire qu'on vous présente aujourd'hui, on a porté une attention particulière au vocabulaire utilisé et aux récits qui semblaient être acceptés, partagés par les enseignants participants pour dégager ce qu'est le raisonnement mathématique pour eux. Donc, les données qu'on a analysées dans le cadre de cette présentation proviennent des entretiens individuels menés auprès des 6 personnes enseignantes du secondaire.
L'entretien individuel auprès de chacun des enseignants se tenait en 3 temps. Donc, le premier temps, portait sur la description d'une tâche apportée ou décrite par la personne enseignante qui, pour elle, visait le développement du raisonnement mathématique. Dans un second temps, on présentait en fait 2 tâches à l'enseignant. L'une des 2 tâches était accompagnée d'une solution d'élève et on invitait l'enseignant à donner son avis à propos du potentiel de raisonnement de chacune de ces tâches-là et, le cas échéant, à décrire les raisonnements mobilisés ou pouvant être mobilisés par un élève dans le cadre de cette tâche. Puis, dans un dernier temps, pour clore l'entretien, on demandait à l'enseignant de définir en quelques mots ou en quelques phrases ce qu'est pour lui ou elle le raisonnement mathématique. Donc, à la suite des entrevues individuelles, il y a eu un dernier entretien, cette fois-ci de groupe, mais pour cette communication-ci, seules les données tirées des entretiens individuels ont été analysées. Pour l'analyse, on a utilisé le logiciel NVivo pour coder à l'aide de mots-clés les verbatims des entretiens. Puis, ces mots-clés-là provenaient à la fois du modèle initial, mais il y a aussi certains mots-clés qui ont émergé d'autres analyses dans le cadre du projet et c'est venu enrichir les codes utilisés pour le codage. Quelques résultats préliminaires. Nous avons choisi de vous présenter en fait un portrait pour chacune des enseignantes participants. Par la suite, on va revenir là, pour donner des éléments qui sont partagés, puis aussi revenir aussi sur le modèle par rapport au modèle de raisonnement mathématique. Donc, pour Jasmine, raisonner, c'est pouvoir mobiliser des concepts en les appliquant et en les mettant en lien avec de nouvelles situations de façon autonome. En termes de processus de raisonnement, elle ajoute qu'il est important que l'élève puisse expliquer comment et pourquoi et justifier ses liens, ses étapes. Cela demande plus qu'une simple reproduction, plus qu'une application directe de ce qu'il connaît. Il faut comprendre le sens de ce qu'il mobilise et souvent, ça vient avec un certain niveau d'abstraction. Pour Anaïs, raisonner, c'est réfléchir. Pour elle, il y a 2 sortes de raisonnements qui sont vus comme distincts. Il y a le raisonnement qui est lié à l'observation, à l'application et au comment, et celui qui est lié à la preuve, au pourquoi, à comprendre pourquoi. Le second est le raisonnement ultime, celui qui est à valoriser. C'est ce second qui permet un meilleur apprentissage et qui permet d'être en mesure de réinvestir ses apprentissages dans un nouveau contexte. Anaïs relie différents processus de raisonnement à la modélisation. C'est le cas, entre autres, de conjecturer, prouver, valider et d'exemplifier. Un autre élément particulier chez elle est que le raisonnement passe par une communication écrite avant orale, c'est-à-dire qu'il serait plus facile de communiquer son raisonnement via l'écrit que l'oral. Et donc, pour un élève, c'est la communication par écrit qui importe pour que l'enseignant soit en mesure de juger de sa capacité à raisonner. Stéphanie, ton micro. Bon, un jour, j'apprendrai. Donc, tout comme pour Anaïs, en fait, chez Laurent, Laurent, il relie aussi la recherche de modèles et le raisonnement. Puis, cette recherche-là, pour lui, amène la réflexion. Puis, réfléchir, c'est un synonyme de raisonnement mathématique. Plus précisément, donc, réfléchir, donc raisonner, se fait, comme chez Jasmine, en contexte de tâches qui portent sur des concepts qui n'auraient pas été déjà vus formellement ou des concepts qui n'auraient pas été déjà expliqués par l'enseignant. L'aspect de découverte, de nouveauté, amène à se questionner sur comment ça fonctionne. Puis le raisonnement mathématique, c'est faire des liens par soi-même de façon autonome, tout comme chez Jasmine. Pour Laurent, le raisonnement mathématique est lié à la démarche scientifique par sa dimension de recherche de validité et de découverte. Puis pour lui, la validation est très importante, puis elle passe entre autres par l'estimation, et l'estimation est la juge fondamentale dans le raisonnement mathématique. Puis pour Laurent, aussi, il faut également réfléchir, donc déployer un raisonnement mathématique, même pour appliquer une technique. Du côté de chez William, donc tout comme chez Laurent, raisonner, c'est réfléchir, c'est se questionner, c'est faire des liens, c'est comprendre. Et la résolution de problèmes et le raisonnement mathématique vont de pair. En situation de résolution de problèmes, il est question de morceler la tâche, voir plusieurs coups d'avance, et les questions qu'on se pose sont guidées par un objectif.
Puis pour William, c'est à travers la tâche, par la résolution de problèmes, qu'on fait des liens entre les connaissances. L'expérimentation, la manipulation et la déstabilisation même sont des moyens pour lui de stimuler le raisonnement mathématique. Puis, il y a également l'aspect de prendre le temps qui est très, très important pour William. Et dans le discours de William, bien, on retrouve plusieurs processus de raisonnement comme conjecturer, généraliser, justifier, expliquer, etc. Pour Jonathan, en fait, comme pour Jasmine, le raisonnement mathématique, ce n'est pas juste appliqué. Et tout comme pour William, il y a une idée de résoudre des problèmes en réfléchissant qui va lier au raisonnement mathématique. Il va insister beaucoup sur la recherche du général. Et donc, à ce moment-là, conjecturer va devenir un processus très important pour lui. Il va aussi parler de sortir du cadre. Donc, pour lui, le raisonnement, ça demande de la créativité. Ça demande aussi du temps. Donc, il va dire que le raisonnement, ça demande de mûrir. Une dernière chose qu'il va souligner, c'est l'idée de rentrer dans les tâches, en fait, qui va être important, donc de donner ses idées, d'essayer de faire des erreurs, de conjecturer et de se confronter aux autres. Donc, de confronter ses idées avec les autres, avec l'enseignant ou avec ses pairs. Et donc, il va relier ça à l'idée d'émotion. Donc, pour lui, le raisonnement mathématique, ça implique aussi l'aspect émotionnel dans la classe de mathématiques. Enfin, notre dernier portrait, c'est Simone. Donc, Simone, c'est la deuxième enseignante à souligner l'aspect créatif du raisonnement mathématique. Et donc, d'un même côté, va souligner aussi l'aspect émotionnel. Donc, elle va dire que le raisonnement, c'est l'intelligence qui permet de faire des choix dans des situations déstabilisantes. Le raisonnement, c'est se questionner, c'est conjecturer, c'est pouvoir expliquer les raisons de ses choix. Donc, ça prend du temps, ça demande d'échanger avec les autres et ça demande finalement d'être disposé émotionnellement. C'est comme ça qu'elle va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en commun, en fait, dans tous ces portraits-là? Donc, on constate qu'il y a justement certains éléments qui sont partagés par les enseignants. Donc, premièrement, réfléchir est vu comme un synonyme de raisonnement mathématique. Deuxièmement, l'autonomie, la créativité, la résolution de problèmes, mais aussi le temps semble nécessaire à la mise en œuvre d'un raisonnement mathématique. En fait, ceci rejoint les propos d'Applebaum et Lekin. En fait, dans le cadre de leur étude, les enseignants reconnaissaient la nécessité de proposer des tâches d'investigation et de prendre le temps. Par ailleurs, ils s'entendaient pour dire que le contexte scolaire ne leur permettait pas toujours de mettre en place ce type de tâches. On a observé en fait ce même genre de récit chez les enseignantes participantes au projet. Le troisième élément partagé par les enseignants du secondaire, c'est la distinction entre deux types de raisonnement. Donc, d'une part, on a ceux liés à appliquer, observer, expliquer comment, et d'autre part, on a ceux liés à prouver, expliquer pourquoi. Cet aspect-là, en fait, il y a Anaïs qui l'exprime explicitement, cette distinction-là, mais chez les autres, c'est plutôt leur façon de qualifier les raisonnements en fonction des tâches. Donc, petit raisonnement, gros raisonnement, raisonnement important, qui semble aussi traduire cette idée-là de distinction. Il vous reste 2 minutes. Si on revient au modèle enrichi, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, bien que déterminant dans le discours des personnes enseignantes, il y a le mot réfléchir qui n'est pas explicite dans le modèle, mais qui est qui est utilisé comme un quasi-synonyme du raisonnement. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le mot apparaître dans le modèle parce que c'est un modèle qui le décrit, en fait. On a constaté 2 éléments en particulier. D'abord, par rapport à l'aspect de communication lié au raisonnement mathématique, cet aspect-là apparaît sous différentes formes. Pour Anaïs, c'est sous forme de communication écrite, tandis que pour Jonathan et pour Simone, l'aspect communication du raisonnement prend la forme de discussion, de débat, de partage d'arguments. À propos des processus de raisonnement, un autre aspect intéressant, on retrouve des processus de recherche de différences et de similitudes et des processus de validation. Or, lorsqu'ils utilisent des mots liés au processus de validation, en particulier prouver et démontrer, ces processus semblent être à la charge des enseignants plutôt qu'à la charge des élèves. Cet extrait du discours de William illustre un peu cette idée. Moi, je démontre mes formules, mettons, algébriques devant les élèves. Écoutez-moi, suivez-moi, questionnez-moi.
Jamais je vous ramènerai à ce niveau-là où je vais vous demander de le refaire. Mais est-ce que je peux exiger que mes élèves me suivent? Oui. Donc, pour ouvrir, en fait, étant donné les recherches sur la preuve et la démonstration au secondaire, on s'attendait à ce que les processus de recherche de validation prennent énormément de place dans le discours des enseignants. Or, ça n'a pas été le cas. Et en fait, comme le disait Sarah, quand ça l'était, ça semblait vraiment à leur charge et non pas une pratique des élèves, mais plutôt leur pratique à eux, à elles. De même, le raisonnement mathématique semblait aller au-delà de la compétence prescrite du programme ou en fait être un peu décrite de façon différente. En fait, les enseignants étaient très critiques du PFEQ. Ils disaient qu'il réduisait le raisonnement mathématique à une simple application. Et contrairement aux enseignants du primaire qui référaient beaucoup à la grille d'évaluation et à la description de la compétence, bien, ceux du secondaire semblaient concevoir le raisonnement en partie comme un ajout à ce qu'ils avaient à faire. En fait, quand ils parlaient du PFEQ à travers les exemples, ils n'associaient pas du tout ce que représentait le raisonnement pour eux. Donc, pour eux, le raisonnement mathématique décrit tel dans le programme, ce n'était pas leur façon de le voir. Donc, travailler le raisonnement, c'est en dehors du programme, c'est une couche de plus à ajouter à leurs éléments. Une piste, en fait, qu'on a déjà commencé à explorer et qu'on voit poindre des idées tout au long de notre analyse, c'est d'aller éclairer le phénomène à partir du cadre du discours pour l'enseignement. Donc, une façon d'approfondir ce que c'est, ça serait d'aller un peu mettre la loupe sur comment les enseignants, en fait, parlent du raisonnement ou comment le concept de raisonnement se structure selon qu'il est associé aux ressources pour l'enseignement, aux conditions d'enseignement ou encore à l'activité mathématique de l'élève. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation.